Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Donc bonsoir à tous, bienvenue à la bibliothèque de l'Institut Goethe. Je suis ravie de voir tous ces nouveaux visages et certains anciens visages que je suis ravie de revoir aussi. Donc bienvenue à cette soirée consacrée à la bande dessinée. Donc, comme vous le savez, dans quelques jours, le festival de la bande dessinée d'Angoulême ouvrira ses portes. Pour nous, c'est toujours l'occasion d'attraper un auteur allemand en route vers le festival. Donc cette année, c'est Reinhard Kleist. Je suis absolument ravie de vous avoir parmi nous. Alors, la raison première de sa venue n'est pas le festival d'Angoulême, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est l'exposition qui lui est consacrée. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu en arrivant à l'Institut, dans la salle d'exposition au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc si vous n'avez pas vu cette exposition, je vous invite à aller la visiter après la rencontre ou à revenir, puisqu'elle sera là jusqu'au 14 février, si je ne me trompe pas. Donc c'est une exposition qui est consacrée à son livre Berliner Mythen, donc les mythes berlinois. Je vous laisse la découvrir, j'en dis pas plus. Alors Reinhard Kleist n'est pas un inconnu pour nous. Nous l'avions invité justement il y a 2 ans au Festival d'Angoulême sur le stand de l'Allemagne. Il a parcouru à peu près le monde entier avec l'Institut Goethe, puisqu'il est très aimé de l'Institut Goethe et que tous les Instituts Goethe du monde l'invitent. Mais il n'était encore jamais venu à Paris. Donc on est très heureux de combler cette lacune aujourd'hui, et pour lui et pour nous. Donc Reinhard Kleist, c'est un auteur qui est très très connu en Allemagne. Ça fait une 20aine d'années qu'il est sur le devant de la scène de bande dessinée outre-Rhin. Il s'est surtout fait connaître pour ses BD biographiques, donc, qui vont de Elvis Presley à Castro, en passant par l'athlète somalienne Samia Youssouf Omar, c'est ça, dans ce sens-là. Le boxeur, donc l'histoire de ce boxeur polonais juif rescapé des camps. Enfin voilà, il touche à tout, si je puis dire. Ce soir, c'est 2 bandes dessinées consacrées à des musiciens mythiques, enfin des rockers mythiques qui nous intéressent. Donc Johnny Cash et Nick Drake. Nick Cave, pardon. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce lapsus. Donc 2 bandes dessinées qui sont parues fin 2018 aux éditions Casterman. Alors pour Johnny Cash, c'est une réédition. Il était paru déjà il y a quelques années. Il vient d'être réédité. Et Nick Cave, donc, et non pas Nick Drake, c'est sa dernière grosse œuvre. Voilà. Donc Reinhard Kleist va vous présenter ces 2 bandes dessinées en discussion avec Jean-Claude Loiseau, qui est journaliste et critique de bande dessinée, si je peux résumer comme ça votre biographie. Merci d'être là. Je remercie Cornelia Geiser qui va traduire les propos de Reinhard Kleist. Et comme vous le voyez, on a aussi un musicien avec nous ce soir. Donc Micha Fitzgerald-Michel, qui est guitariste et compositeur de jazz, qui a déjà pas mal d'albums à son actif, dont le dernier consacré à Nick Drake, justement, d'où le lapsus, qui a eu une forte résonance en France. Donc Micha ne se cantonne pas au jazz, hein, il subit plein d'autres influences et comme vous allez le voir ce soir, il est ouvert à tous les styles. Donc je vais laisser la parole à Jean-Claude Loiseau. Je vous dis aussi qu'on a des livres en vente, donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire dédicacer un livre à en acheter un et à aller voir Reinhard Kleist, et puis à rester avec nous boire un verre aussi à l'issue de la rencontre. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, je suis évidemment ravi d'être là pour parler avec Reinhard, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans son travail antérieur, il y a plusieurs livres qui m'ont touché, qui m'ont étonné par la forme. Et puis là, maintenant, on parle de biographie et je pense qu'il est entré dans une nouvelle dimension de la biographie, en tout cas dans son travail. Et qui, effectivement, en fait, ces 2 livres, j'allais dire quelque chose qui est autre chose ou plus qu'une biographie, qui est une biographie musicale ou qui est une manière d'approcher l'auteur, le musicien, par la musique, ce qui, évidemment, n'est pas évident a priori quand on le dit comme ça, mais quand on voit le livre, on s'aperçoit qu'il a réussi dans ces 2 livres, et j'allais dire même davantage encore dans Nick Cave, à donner à entendre la musique. Alors, vous allez voir les images, donc là c'est un peu théorique, à entendre la musique par cette approche tout à fait originale, enfin en tout cas de mon point de vue,
d'une biographie de musicien, qui est un exercice que d'autres ont pratiqué avec plus ou moins de bonheur, et où il a réussi à faire quelque chose qui est, de mon point de vue, tout à fait original. Donc on va procéder de la façon suivante. Reinert va passer des images qu'il commentera et que peut-être je commenterai avec lui, ou en tout cas sur lesquelles je rebondirai pour poser des questions. Ensuite, on aura un concert. On a un concert puisqu'on a un musicien qui fera un concert de 5-6 chansons, 5-6 musiques peut-être, à peu près, on verra. Enfin, si ça se passe bien, peut-être jusqu'à l'aube. Voilà. Voilà. Et donc en fait, c'est ce mix, et là je suis vraiment très heureux de l'idée d'avoir fait venir un musicien, et un excellent musicien, pour ce cas précis, parce que ça a vraiment un sens que les images, j'allais dire exhalent, je ne veux pas le bon mot, mais fassent aussi vivre la musique, et on va le faire dès maintenant avec les deux partenaires qui donc vont défiler les images et jouer sur ces images pour donner un peu la tonalité de l'univers de ces images. Donc je trouve cette introduction assez exemplaire de l'approche que Reinhardt a eue de cette biographie, appelons-la comme ça pour l'instant. Et la première question évidemment que j'ai envie de poser, c'est pourquoi Nick Cave, et surtout, qu'est-ce que vous saviez de Nick Cave, ou qu'est-ce que vous aimiez de Nick Cave avant, j'allais dire, de rentrer dans sa vie de plein pied? Ich muss sagen, ich wusste nicht sehr viel über Nick Cave. Ich wusste, dass einer der großartigsten Geschichtenerzähler ist in der Musik, genauso wie Johnny Cash. Und das hat mich halt fasziniert. Über sein Leben wusste ich sehr, sehr wenig, und ich habe das dann erst im Laufe der Zeit recherchiert an der Arbeit an diesem Buch, und mich hat sehr fasziniert, was für eine enge Verbindung es gibt zwischen dem Leben und dem Werk. Donc au départ, avant de commencer, je ne savais pas grand-chose de Nick Cave. La seule chose qui était évidente pour moi, c'était que c'était un grand conteur d'histoires en musique, comme Johnny Cash d'ailleurs aussi. Et donc c'est au cours de ces recherches que j'ai appris plus sur lui. Und was war das letzte, pardon? Ah oui, qu'il y a un rapport très étroit entre Johnny Cash et lui. Die beiden kannten sich ja auch. Es gab auch mal eine musikalische Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und tatsächlich war es so gewesen, als ich Kontakt aufgenommen habe zu dem Management von Nick Cave, war das Buch über Johnny Cash, was ich gemacht hatte, ein Türöffner für mich gewesen. Donc les deux se connaissaient bien, ils ont même travaillé ensemble. Et quand j'ai approché le manager de Nick Cave, le livre que j'avais fait auparavant sur Johnny Cave m'a un petit peu ouvert les portes. Alors, ce qu'on a aperçu, et c'est peut-être à expliquer un tout petit peu, c'est que une des idées, et c'est ce qui va entraîner la biographie vers un terrain, je pense,
assez unique, c'est que le personnage de Nick Cave, et ça sera la même chose pour Johnny Cash, devient un personnage des chansons qu'il a écrites. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de double déclic, c'est-à-dire que ce que Reinhardt fait, c'est raconter, basiquement, des épisodes de la vie de Nick Cave, mais en se servant des chansons qu'il a écrites et qui sont en symbiose, si j'ose dire, avec ce qu'il a vécu. Ce qui fait qu'il devient, on l'a vu au passage dans certaines planches, il devient un personnage ou de film noir ou de western. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on comprend, grâce à cette symbiose-là, on comprend effectivement beaucoup mieux que dans un récit factuel quel est l'état d'esprit de Nick Cave, comment il a vécu les choses et comment finalement son écriture, c'est lui, quoi. Es gibt immer wieder sehr große Verbindungen so zwischen den Geschichten von den Songs und seinem Leben. Also in dem Song Hammer Song erzählt er ja die Geschichte von einem Jungen, der von zu Hause aufbricht und in die große weite Welt hinauszieht und da jämmerlich auf die Nase fällt. Donc il y a toujours des relations étroites entre sa vie et les histoires qu'il raconte dans ses chansons. Dans Hammer Song, il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui part de chez lui, qui veut fuir l'étroitesse de sa famille et qui part dans le grand monde où il échoue lamentablement. Und das spiegelt eigentlich so ein bisschen wider die Geschichte von seinem eigenen Aufbruch. Also er ist ja aufgewachsen in Australien und hat da seine erste Band gegründet, die Boys Next Door hießen die. Und sie haben halt irgendwann gemerkt, dass sie mit ihrer Musik nicht weitergekommen sind in Australien, wo die Musikszene sehr klein war, und sind nach Europa gegangen. Et cela reflète sa propre histoire. Il a grandi en Australie. Et il y avait son premier propre groupe, The Boys Next Door. Et à un moment, ce groupe s'est aperçu que sur la petite scène musicale de l'Australie, ils n'avaient pas vraiment la possibilité d'évoluer, de faire carrière. Ils sont, pour cette même raison, partis en Europe. Et ils arrivent à Londres. In London. En anglais, London. Ja. Donc, ils arrivent à Londres. Dort haben sie ihren Namen geändert in The Birthday Party und wurden berühmt dafür, dass sie die gewalttätigsten Shows der Musikszene gemacht haben. Et à Londres, ils ont donc changé de nom. À Londres, ils s'appellent Birthday Party et ils étaient célèbres pour le fait que leurs concerts étaient les plus violents de la scène musicale. Und ich habe durchaus eine Verbindung gesehen zwischen diesem Teil des Lebens von Nick Cave und dem Song The Hammer Song. Deswegen habe ich diesen Song als Titel genommen für das erste Kapitel. Et comme je voyais vraiment une relation entre cette partie de la vie de Nick Cave et Hammer Song, je l'ai choisi pour ouvrir ce chapitre. Alors, il y a tout au long du livre, évidemment, il y a ces rencontres entre des chansons qu'il a écrites, des épisodes de sa vie, et en même temps, ce que j'ai envie de demander à l'auteur, c'est ces choix correspondent à quoi ? C'est-à-dire en quelque sorte, il y a à faire des choix. C'est-à-dire que sur la totalité de sa production et de sa vie, il y a forcément des choix à faire. Comment le biographe, appelons-le comme ça, fait ses choix et à partir de quelles envies personnelles ? Parce que c'est aussi son regard personnel sur ce personnage. Ich wollte gerne das Buch aufteilen in die Teile, die mir in der Biografie wichtig sind und nicht so sehr eine zeitliche Kontinuität wahren. Deswegen gibt es manchmal zeitliche Überschneidungen und ein Kapitel fängt eigentlich vor dem Kapitel an, was davor war. Ich wollte mit jedem Kapitel eigentlich einen wichtigen Teil von seinem Leben behandeln und da war mir der Faktor Zeit nicht so wichtig.
Donc, chaque chapitre relate ou traite d'une partie importante de sa vie, mais l'aspect chronologique, la temporalité, n'était pas un aspect que j'ai privilégié. Il y a des chapitres qui sont antérieurs à des chapitres qui sont postérieurs à des chapitres qui, dans le livre, sont antérieurs. Donc, pour moi, c'était important de traiter certaines parties de sa biographie. À partir de quel choix, de quelle envie personnelle vous avez décidé à certains endroits, enfin dans beaucoup d'endroits du livre, d'en faire lui un personnage du récit, d'un personnage de fiction en quelque sorte dans sa vie? C'est compliqué à expliquer, mais il devient un personnage de fiction dans sa propre vie. Pas clair? It's not clear? I don't know. Quand vous décidez que Nick Cave va devenir, à un moment donné, dans un chapitre, il devient un personnage de film noir, il devient un personnage de western, il devient un personnage de fiction. À quel moment vous décidez que c'est le meilleur moyen de le raconter à ce moment-là, plutôt que dans sa dimension purement biographique, humaine? Autrement dit, il y a quand même l'envie personnelle de l'artiste, vous, de créer une situation artistiquement forte à ce moment-là. Vous avez compris? Ja. Capito? Es hatte immer etwas damit zu tun, welche Songs ich ausgewählt habe. Zum Beispiel in dem zweiten Kapitel, wo ich die Liebesgeschichte zwischen Anita Lane und Nick Cave erzählen wollte, habe ich in der Beschreibung natürlich Nick Cave als den Liebhaber genommen, ihn aber so in das Setting verwandelt, was er auch für seinen Song gewählt hat. Donc, par exemple, dans le deuxième chapitre où je raconte l'histoire d'amour qu'il a eue avec Anita Lane, j'ai pris Nick Cave comme l'amant qui est exactement dans le même décor que le décor de sa chanson. An einer anderen Stelle in diesem Kapitel gibt es die Situation, wo ich erzähle, dass er aufbricht nach Europa und Australien verlässt, also quasi in eine andere Welt geht, und Anita Lane bleibt zu Hause in Australien. Und das habe ich dann illustriert mit dem Song Love Letter und habe das Ganze dann in den Weltraum transferiert. Et à un autre endroit, je raconte son départ pour l'Europe. Anita reste en Australie et j'ai choisi la chanson Love Letter et leur relation, je l'ai transposée dans l'espace. Und da ist natürlich Nick Cave dann in so einer Rakete als Astronaut und er schreibt einen Liebesbrief und er schickt den zurück auf die Erde zu Anita. Das ist so ein Spiel mit den Welten, mit Fantasieebenen, die natürlich immer was auch mit den Songs zu tun haben. Et donc, dans cette partie-là du livre, on voit Nick Cave dans sa fusée, dans l'espace. C'est un cosmonaute qui écrit une lettre d'amour qu'il envoie sur la Terre. Et donc, il y a un jeu avec tous ces niveaux d'imagination dans le livre. Ja.
In diesem Kapitel erzähle ich die Liebesgeschichte zwischen Anita Lane und Nick Cave. Und die haben sich ja in Australien kennengelernt und sie wurde sowas wie seine Muse. Und sie haben sehr viel zusammen musikalisch gearbeitet. Donc, dans ce chapitre, je raconte l'histoire d'amour entre Anita Lane et Nick Cave. Ils se sont rencontrés en Australie et ils ont fait pas mal de travail musical ensemble. Alors, ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le fait que dans cette biographie, on voit aussi la douleur, la difficulté et la nécessité d'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un auteur qui a besoin viscéralement d'exprimer des choses par l'écrit, à travers ses chansons ou le roman, parce qu'il a écrit plus tard des romans, enfin en tout cas un roman. Et donc je trouve que ce qui est très réussi, c'est l'intensité avec laquelle il a vécu son travail de musicien et d'auteur de chansons. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas simplement un interprète intéressant, et en plus romanesque, c'est aussi quelqu'un qui a souffert de manière intense pour créer, pour écrire. Et il dit à un moment d'ailleurs, si jamais j'arrête d'écrire, je me confronte à la réalité et grosso modo, je suis mort, quoi. Et ça, c'est vraiment une dimension intéressante. Ja, es gibt diesen Teil, das ist das dritte Kapitel, ich mache mal ein bisschen nach vorne. Das ist das Kapitel über seine Zeit in Berlin. Und er hat ja ein paar Jahre, so Anfang der 90er, in Berlin gelebt. Und dort hat er in einem Roman geschrieben. Donc, c'est surtout dans le troisième chapitre que je raconte ces histoires de création. Ce troisième chapitre se passe à Berlin et il a effectivement vécu au début des années 90 à Berlin. Der Roman heißt Und die Eselin sah den Engel. Das ist ein sehr, sehr wildes Werk und mich hat fasziniert in dieser Zeit, wo er in Berlin gelebt hat, wie intensiv er in diesem Roman gearbeitet hat und wie sich da dann auch irgendwann die Ebenen zwischen Realität und Fiktion vermischt haben. Et donc à Berlin, il a écrit un roman avec le titre La Nesse vit l'ange. Et ce qui m'a intéressé, c'était avec quelle intensité se sont mélangés les niveaux de réalité et de fiction. Und ich habe gemerkt, dass diese Zeit in Berlin war sehr, sehr wichtig für ihn, über die musikalischen Einflüsse von den anderen Bands, zum Beispiel die Einstürzenden Neubauten auch, deren Sänger Blixa Bargeld ja dann irgendwann Gitarrist geworden ist von den Bad Seeds, die er in dieser Zeit gegründet hat. Aber auch, es ist sehr viel von dieser archaischen Atmosphäre von diesem Roman spiegelt sich auch wieder in der Atmosphäre der Stadt. Donc c'était une époque absolument importante pour lui, aussi sur le plan musical, à cause des musiciens berlinois, notamment des musiciens de Einstürzende Neubauten, dont le guitariste Blixa Bargeld est devenu guitariste dans le groupe de Nick Cave, fondé à l'époque à Berlin, qui s'appelle The Bad Seeds. Et cette atmosphère archaïque entre à la fois dans l'atmosphère du roman et des chansons. Je commençais la discussion en disant que c'était une biographie et que c'était un peu plus qu'une biographie. Il y a un critique musical qui a dit qu'il trouvait que cette manière d'approche du musicien Nick Cave était formidable et qu'en même temps ça avait finalement pas forcément un lien très étroit avec la réalité, que par moments on était dans le conte, c'est-à-dire dans la fiction, et que c'était peut-être par la fiction qu'on arrivait à dire le plus de choses. Je ne sais pas si cette idée-là, Reinhardt l'a appliquée de manière délibérée, rationnelle, ou est-ce que c'est devenu instinctivement la solution pour cette biographie? Nein, überhaupt nicht.
Ich habe ganz am Anfang von der Entstehung von dem Buch, habe ich ja mit Nick Cave auch darüber gesprochen, wie man diese Geschichte erzählen kann. Und ich habe ihm dann auch ab und zu mal einen Entwurf für meine Geschichte auf Englisch übersetzt und geschickt und habe darauf gewartet, was er dazu sagt. Non, pas du tout. Et au début, avant de... Pas du tout quoi? Pardon. Non, c'était pas du tout oui. conscient. C'était la réponse à votre D'accord. question. Oui, non, mais c'était le pas du... D'accord. Donc, pas du tout conscient. D'accord. Mais au début, avant de commencer l'écriture, j'étais en contact avec Nick Cave et de temps en temps, je lui envoyais des approches traduites en anglais, comment raconter cette histoire pour avoir son avis sur mes propositions. Und, meine ersten Entwürfe waren wirklich total langweilig, weil die im Grunde genommen die Biografie einfach so durcherzählt haben, von A bis Z, immer mit einer anderen Rahmenhandlung, aber im Grunde genommen sehr, sehr konventionell. Et mes premières approches étaient tout à fait ennuyeuses. Pourquoi? Parce qu'il racontait la biographie de façon presque linéaire avec des récits cadres à chaque fois un tout petit peu différents. Und Nick Caves Reaktion ist darauf gewesen, dass er mir dann gesagt hat, du musst das Ganze mal ein bisschen freier angehen. Du kannst es auch mehr legendenhafter, mythologischer erzählen. Mein Gott, Reinhard, du machst einen Comic, du kannst alles machen, was du willst. Du kannst mich auch auf den Mond schießen. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Et donc Nick Cave m'a toujours dit, il faut que tu fasses ça de façon beaucoup plus libre, comme une légende ou de façon plus mythologique. Tu peux tout faire, tu fais une bande dessinée, donc tu as une liberté énorme, tu peux même m'envoyer sur la Lune. Ce que j'ai fait aussi en fin de compte. Ça veut dire que vous avez été régulièrement en contact avec Nick Cave. Dans quel but? Pour avoir son imprimatur, son accord, ou pour vous aider à aller plus profondément dans son histoire? Ach so, regelmäßig war das jetzt nicht. Ich habe ab und zu mal was geschickt und wir haben ein paar Mal hin und her gemailt und auch mal telefoniert. Wir haben uns auch mal getroffen, um Sachen durchzusprechen. Ich wollte von ihm jetzt nicht unbedingt eine Erlaubnis haben oder so eine Absegnung für das, was ich da jetzt mache, sondern es war mir auch wichtig, dass ich den Ton treffe, dass ich den richtigen Zugang zu seiner Biografie finde. Und ich habe gemerkt, ich finde diesen Zugang weniger über die Fakten, über die Biografie selber, sondern eher über sein Werk. Wenn ich sein Werk verstehe, dann verstehe ich auch mehr über sein Leben. Donc nos rencontres n'étaient pas si régulières que ça. On s'est écrit des emails, on s'est parlé un petit peu au téléphone, on s'est aussi rencontrés. Et je n'ai pas cherché à le rencontrer pour avoir une sorte de permission ou d'autorisation ou même bénédiction de ce que je faisais, mais plutôt pour trouver le temps juste. Et au fur et à mesure que je progressais dans mon travail, j'ai remarqué que ce n'étaient pas les faits biographiques qui me permettaient de trouver le temps, mais plutôt une compréhension de l'œuvre. Et ce travail a pris combien de temps? Zu lange. Trop longtemps. Das waren, glaube ich... Je complète ma question parce que ça veut dire qu'au fil du temps, est-ce que votre vision du personnage et de la manière de le raconter a beaucoup évolué? Also es waren insgesamt, glaube ich, so fast 3 Jahre habe ich daran gearbeitet. Es sind ja auch dann 2 Bücher geworden. Es gibt noch so ein Artbook, was in Deutschland und in England noch herausgekommen ist. Ich kann nicht sagen, dass die Person Nick Cave sich groß für mich geändert hätte. Aber ich habe dadurch, dass ich mich viel intensiver mit seinen Songs auseinandergesetzt habe, hat sich eigentlich sein Werk für mich sehr verändert. Und ich habe sehr viel gelernt darüber, dass die Geschichten, die er erzählt, nicht unbedingt Geschichten sind im klassischen Sinne, sondern auch ganz oft atmosphärische Beschreibungen und auch Seelenzustände, die er da beschreibt. Donc j'ai travaillé à peu près 3 ans
à ce livre. Et en Allemagne et en Angleterre, il n'y a pas seulement le livre qui est sorti, mais aussi un livre d'artistes qui l'accompagne. Je ne dirais pas que par le travail, ma vision de Nick Cave, de la personne ou du personnage a vraiment changé. Mais ce qui a changé, c'était ma compréhension de l'œuvre. Plus je m'intéressais à ces songs, mieux je les ai compris. Et du coup, grâce à cette compréhension, cette œuvre a pour moi beaucoup changé. J'y ai beaucoup appris. Et j'y ai appris notamment que ces songs ne sont pas des histoires dans un sens classique, mais plutôt des descriptions atmosphériques ou des descriptions d'état d'âme. Et c'est effectivement ce qu'on ressent quand on feuillette le livre et qu'on regarde page à page, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère et que c'est la recherche de l'atmosphère plus que la réalité graphique, physique des choses qui comptait. Donc cette idée d'atmosphère, c'est quelque chose qui est impalpable par définition et vous avez le sentiment d'avoir touché au but ou de vous en être approché. Ja, das ist sehr schön. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte mit diesem Buch tatsächlich ja weg von der klassischen Biografie. Nicht von Anfang an, sondern auf Anraten von Herrn Cave. Und ich glaube, dass ich mit der Auseinandersetzung mit seinem Werk versucht habe, in diesem Buch auch andere Dimensionen die mir in seinem Schaffen und auch in meinem Schaffen wichtig sind, zu behandeln. Donc, avec ce livre, je voulais m'éloigner sur les conseils de Nick Cave de la biographie classique. Et je crois, grâce à cette intense étude de l'œuvre, j'ai découvert des choses qui nous lient nos deux œuvres et que j'ai essayé de retransmettre. Zum Beispiel hat mich sehr fasziniert ein Satz, den er gesagt hat über die Rolle des Künstlers, dass der Künstler in seinem Werk, in dem Universum, was er schafft mit seinem Werk, ja sowas wie eine Art Gott ist, der mit seinen Figuren machen kann, was er will. Und das habe ich in dem nächsten Kapitel, in dem 4. Kapitel, habe ich dieses Thema behandelt, The Mercy Seat, wo er ja entscheidet über das Schicksal seiner Figuren. Notamment, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée. Nick Cave disait que dans son univers, l'artiste est comme Dieu. Il peut faire ce qu'il veut de ses personnages. Et dans le chapitre suivant, le 4e chapitre qui est intitulé Mercy Seat, on voit un petit peu ce qu'il voulait dire. In dem Kapitel geht es eigentlich vordergründig um die Zeit von seinem ersten Drogenentzug und die Zeit danach. Aber eigentlich geht es in diesem Kapitel auch darum, dass eine von seinen Figuren, nämlich der Häftling aus dem Song The Mercy Seat, gegen seinen Erschaffer rebelliert. Donc, dans ce chapitre,
On parle de l'époque où il voulait se sevrer des drogues, mais on parle également d'un personnage qui se rebelle contre son créateur. Non, plus largement, j'ai évidemment des questions sur l'aspect artistique, esthétique, la création graphique. C'est-à-dire quand on voit ce livre, et ça sera la même chose pour Johnny Cash, on n'imagine pas ce livre autrement qu'en noir et blanc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis très frappé et vous serez frappé quand vous lirez le livre, de feuilleter finalement, c'est pratiquement un film. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer des séquences qui se regardent pratiquement comme un film et pas comme des planches successives racontant un moment précis des choses. Donc cette idée du mouvement permanent dans le livre me paraît être vraiment une invention, enfin une force dans la création de ce livre tout à fait remarquable. Est-ce que c'est, là pour le coup, c'est volontaire et cette idée de l'influence du cinéma quelque part pour créer ces pages qui deviennent un Film. Est-ce que c'était quelque chose là de délibéré? Ja, ich lasse mich sehr, sehr inspirieren von Filmen. Und die Sprache, die ich in meinen Comics verwende, die hat immer sehr viel zu tun, auch mit Film, mit der Position der Kamera, mit einer Bewegung von Kamera. Und ich möchte eigentlich gerne, dass in dem Kopf von dem Leser sowas wie so ein Film auch abläuft. Oui, le cinéma est une grande influence pour moi. Ça a toujours été très important, notamment aussi pour mon langage. Par exemple, je me pose des questions où positionner la caméra, par exemple. Et c'est très, très important pour moi que dans la tête du lecteur, le livre se déroule comme un film. Et le noir et blanc, c'est une évidence. Das eigentlich schon. Also bei Johnny Cash war es völlig klar, das muss schwarz-weiß sein, also mehr schwarz als weiß. Und bei Nick Cave war mir eigentlich auch ziemlich schnell klar, ich brauche da keine Farbe. Die Farbe würde ablenken. Und ich habe ein bisschen mit Grautönen gespielt in der Konzeption von dem Buch. Zum Beispiel sind die Illustrationen von den Songs, die haben eine Graustufe und die realen Szenen, ich mache das mal in Anführungsstrichen, die sind ohne eine Graustufe. Quand j'ai écrit le livre sur Johnny Cash, bien sûr, c'était évident le noir et blanc, surtout le noir plus que le blanc. Et pour Nick Cave également, j'avais l'impression que je n'avais pas besoin de la couleur. En revanche, j'ai fait des recherches sur des tons de gris. Et dans l'illustration des sons, je joue vraiment sur des tons de gris différents. Alors, avant de parler à propos de Johnny Cash, je voulais juste qu'on cite simplement ce que Nick Cave a dit de ce livre, qui est à la 4e de couverture du livre. Donc il dit « Reinhard Kleist, maître du roman graphique et créateur de mythes, a une fois de plus repoussé les conventions de la bande dessinée. » Bon là, c'est flatteur, très flatteur. En élaborant un terrifiant, c'est le mot qui m'intéresse, un terrifiant mélange de chansons, de demi-vérités biographiques et de totale affabulation. Il a ainsi tracé un voyage étrange et complexe à vous glacer le sang. Dans l'univers de Cave, il parle de lui, plus proche de la réalité qu'aucune autre biographie, c'est évident. Donc, quand il vous a adressé ce texte, ce compliment, comment vous avez réagi? C'était gagné. C'était vraiment le meilleur compliment que vous puissiez avoir. Ich habe erstmal sehr laut gelacht, weil es wirklich sehr lustig ist. Und es beschreibt auch sehr eigentlich das, was er mir am Anfang gesagt hat, nämlich geh weg von den vermeintlichen Fakten und schau, dass du die ganze Geschichte halt mehr legendenhafter und mythologischer angehst. Weil niemand weiß nun wirklich, was passiert ist, und wahrscheinlich war es auch nicht so interessant, wie man sich das dann vorstellt. Und wenn ich jetzt nur an diesen Fakten geklebt hätte, wäre es eigentlich ein Buch gewesen, was die Geschichte erzählt, aber was sich dem Werk von Nick Cave nicht annähert. Donc tout d'abord, quand j'ai reçu ces lignes, j'ai rigolé très fort. Et j'ai rigolé parce que
Cela m'a renvoyé au début lorsque Nick Cave m'a justement conseillé de m'éloigner du factuel, des faits biographiques au profit des légendes et de la mythologie. Et peut-être aussi, si j'avais simplement raconté sa vie, ça aurait fait un livre beaucoup moins intéressant. Et je pense que ainsi, on trouve quelque chose qui est plus proche de lui. Juste pour conclure là-dessus, c'est en fait, vous avez pris une personne pour en faire un personnage. Alors, le personnage, il est à moitié fictionnel, à moitié réel. Ja, im Grunde genommen ja. Also ich habe mit dem Buch ja auch meinen eigenen Nick Cave erschaffen. Ich habe eine gewisse Vision davon, was er für eine Person ist. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, aber ich weiß nicht, ob das der reale Nick Cave gewesen ist oder ob er eine Rolle gespielt hat. Aber mit diesem Buch habe ich ja meine eigene Vision von seinem Werk geschaffen, genauso wie von der Figur Nick Cave. Donc, en principe, je peux dire que j'ai créé mon propre Nick Cave. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je ne pourrais pas dire si j'ai rencontré le vrai Nick Cave, si ce n'était pas quelqu'un qui a joué un rôle. Donc, j'ai élaboré mon propre Nick Cave et ma propre vision de son œuvre. Il faut dire aussi que lui a toujours joué un rôle aussi dans la vie en créant sa propre légende sur des tas de faits. Naja, und er hat sich auch immer selber in die Geschichten von seinen Songs hineingeschrieben. Also man merkt immer diese ganzen Verbindungen, die es zwischen seinem Leben und seinem Werk gibt. Und für mich war es ein wahnsinniger Spaß gewesen, ihn als Figur zu nehmen und als Akteur in die Geschichten von seinen Songs reinzusetzen. Und ich kann sagen, er ist eine großartige Comicfigur und man kann mit seiner Figur wirklich alles machen. Donc lui-même s'inscrivait dans ses songs en tant que personnage. Et j'ai fait un petit peu la même chose. Je l'ai pris comme un personnage et acteur de ses propres histoires. Et je peux dire que c'est un formidable personnage de bande dessinée, un personnage avec lequel on peut quasiment tout faire. On va peut-être passer à Johnny Cash parce qu'on avait dit qu'on parlerait un tout petit peu de Johnny Cash aussi, qui est pour deux raisons. La première, c'est que c'est aussi une biographie tout à fait intéressante dans une démarche qui est très proche, et surtout parce que c'est parti. Il n'y aurait pas Nick Cave s'il n'y avait pas eu de Johnny Cash. Donc Johnny Cash, je vais reposer la même question. C'était quoi pour vous Johnny Cash quand vous avez abordé le sujet en vous disant je peux peut-être faire un livre avec lui? Was Johnny Cash betrifft, muss ich ja nun sagen, das Buch ist ja jetzt schon sehr viel älter. Ich muss mal überlegen, das ist 2005 erschienen, soweit ich mich recht erinnere. Und zu dieser Zeit war es eigentlich so, dass ich in meinem Schaffen wollte ich einen Wechsel machen. Ich wollte weggehen von den Themen, die ich vorher bearbeitet habe, und ich habe gemerkt, das Thema Graphic Novel wird in Deutschland gerade ganz groß, und ich wollte jetzt auch mal eine Graphic Novel machen, und dann hat mir ein Freund die Biografie von Johnny Cash nahegelegt. Donc ce livre est assez ancien déjà, si je me souviens bien, le livre est apparu en 2005 et en 2005 j'avais un petit peu envie de changer ma création, de m'éloigner des thématiques que j'avais traitées auparavant, et un de mes amis m'a offert une biographie de Johnny Cash. Und ich habe das dann gelesen und ich war sehr, sehr überrascht davon, was für eine dramatische Tiefe diese Biografie hat, und habe dann angefangen, daraus ein Drehbuch zu machen. Und in sehr vielen Büchern von mir gibt es Biografien, aber ich versuche eigentlich immer hinter dieser Biografie eine andere Geschichte zu erzählen. Und in der Biografie von Johnny Cash ist es das Thema Freiheit. Und dadurch gespiegelt, dass es eine Rahmenhandlung gibt von einem Häftling, der in einem realen Gefängnis sitzt. Donc, j'ai été très surpris par la profondeur dramatique de cette biographie,
Et à partir de cette biographie, j'ai développé un scénario. Et dans beaucoup de mes œuvres, je raconte des biographies, mais j'essaye de dégager autre chose derrière ces récits de vie. Et dans le cas de Johnny Cash, ce que je voulais dégager, c'était une histoire de liberté, donc reflétée à travers un personnage qui, lui, est dans une prison. Und dann gibt es Johnny Cash, den Sänger, der in seinem eigenen Gefängnis sitzt, nämlich der gefangen ist durch den ziemlich exzessiven Drogengebrauch, den er eine Zeit lang gemacht hat. Und ich habe dadurch versucht, mit diesen beiden Polen, mit diesem Häftling und mit Johnny Cash, die beide in einem Gefängnis drin sitzen, dieses Thema Freiheit zu behandeln. Et donc le chanteur Johnny Cash était lui aussi d'une certaine façon emprisonné. Il était emprisonné dans la consommation des drogues, dans la consommation excessive de drogue. Et avec ces deux pôles, la prison du chanteur et la prison du vrai prisonnier, j'ai essayé de construire une histoire de liberté. Et quand on regarde le livre sur Johnny Cash, on s'aperçoit que c'est quand même les prémices de ce que vous alliez faire avec Nick Cave en approfondissant. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cette utilisation de la fiction et du personnage à l'intérieur d'une fiction. C'est-à-dire qu'en gros, quand le livre s'ouvre sur Johnny Cash, qui apparaît comme un personnage de film noir, et il se termine sur Johnny Cash vieux, comme un personnage de western. Donc il y a déjà cette volonté de créer un personnage qui dépasse la simple biographie. Donc c'est déjà, on voit que c'est là que vous avez creusé, abordé une démarche que vous allez finaliser dans Nick Cave. Ja, es gibt Elemente, die wirklich wie so eine Vorbereitung sind. Zum Beispiel die Illustration von Songs von Johnny Cash, die ab und zu in der Handlung auftauchen. Es ist aber in dem Nick Cave Buch habe ich viel mehr versucht, Leben und diese illustrierten Songs miteinander zu verbinden. In dem Buch über Johnny Cash, da stehen sie manchmal doch ein bisschen so nebeneinander. In dem Buch über Nick Cave erzählen die Songs tatsächlich Teile seiner Biografie oder spiegeln sie wider? Non, effectivement, il y a des éléments préparatoires que j'ai développé dans l'écriture de Johnny Cash. Là aussi, j'ai travaillé parfois pour raconter l'histoire avec l'illustration des sons. Alors que dans Nick Cave, j'ai poussé ce procédé un peu plus loin. J'utilise vraiment les songs pour raconter l'histoire, la biographie. On pourrait dire que dans le livre sur Johnny Cash, les songs sont un petit peu à côté de l'histoire, alors que dans Nick Cave, c'est une partie intégrante de l'histoire. Aber ein anderer Teil von Johnny Cashs Biografie war mir sehr, sehr wichtig. Das war nämlich dieses Konzert im Folsom Prison, was er gemacht hat, wo sich auch die beiden Ebenen, also Johnny Cashs Biografie und der Erzähler, dieser Häftling aus dem Gefängnis, wo diese beiden Teile zusammengeführt werden. Dieser Teil von diesem Konzert war mir wahnsinnig wichtig, weil der eigentlich erzählen soll, was für ein Abenteuer und was für ein Risiko Musik sein kann. Donc il y avait quelque chose qui était particulièrement important dans Johnny Cash, c'était le concert à Folsom Prison, donc dans cette prison, qui me permettait de faire rencontrer les deux personnages et qui me permettait du même coup de montrer à quel point faire de la musique peut être une aventure et peut être une prise de risque. Cet épisode, effectivement, dans la prison de Folsom est un épisode extrêmement important parce que c'est là que, d'abord c'est un concert historique, et ensuite c'est là qu'il va cristalliser son histoire d'amour. Il y a la fin d'une histoire d'amour qui se joue là, donc il y a quand même une construction dramatique qui fait que là aussi on abandonne un tout petit peu le mot à mot de la biographie pour créer une tension dramatique supplémentaire. Absolut. Und genauso wie in der Biografie über Nick Cave habe ich da auch ein bisschen gelogen.
weil die Legende einfach schöner ist als die Wahrheit. Es gibt dann halt irgendwann so diese Szene, wo dann Johnny Cash und June Carter sich küssen und natürlich, die hatten halt vorher schon auch was, aber in dem Buch sieht es so aus, als ob dieses Konzert dahin geführt hat zu diesem Kuss nach dem Konzert. Da habe ich mir ein bisschen Freiheiten erlaubt und ich glaube, das macht halt, es ist ein Buch über Rock'n'Roll, über Musik und da muss man es mit den Fakten nicht so ganz genau nehmen. Oui, c'est ça. Et je me suis permis de mentir aussi un petit peu parce que dans cette histoire d'amour, on a l'impression que le baiser, le couronnement ou la belle fin de ce concert, ce baiser avec June Carter, mais bien sûr, dans la réalité, leur histoire avait commencé un petit peu avant. Et je pense que dans un livre sur le rock'n'roll, on peut prendre ses libertés et on ne doit pas toujours se tenir aux stricts faits réels. Ça s'appelle une conclusion. Hein. Bravo. Enfin, en tout cas, bon, je l'ai dit en commençant, c'est vrai que ces deux livres vraiment qui en eux-mêmes sont des livres forts et qui en même temps, par rapport au genre biographique avec musique intégrée, si j'ose dire, sont au-dessus du niveau moyen. Si tant est qu'il y a eu un livre où la musique était en avant, c'était le Love in Vain. Love in Vain, qui est la biographie de Robert Johnson, dont vous faites un personnage dans Nick Cave d'ailleurs. Et c'est un des rares livres qui, racontant un musicien, arrivait un peu à la même démarche que vous, c'est-à-dire à faire sentir la musique à travers son histoire. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est un écueil sur lequel les dessinateurs qui ont tenté la biographie musicale se sont souvent cassés les dents. Et là, vous avez réussi, donc bravo. Dankeschön. Donc maintenant, on va écouter de la musique, peut-être.
C'est un morceau de Johnny Cash qui s'appelait Don't Bring Your Guns to Town. Le prochain s'appelle aussi de Johnny Cash, Big River. Yes.
Donc ça, c'est un morceau de Nick Cave qui s'appelait The Red Right Hand. Allez. Maestro. Next one. Next one, with pleasure.
The last word? Well, thank you very much.